Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie, dans l'affaire du Sahara, le Polisario recule et acculé, il bascule. Il a perdu pied au Conseil de sécurité avec la résolution 2414 qui le somme sévèrement de respecter la légalité internationale. Alors, essayant de la contourner pour la remplacer par la légitimité judiciaire, il s'est retrouvé rudement désavoué par la communauté internationale des affaires. Vous l'avez compris, je parle de l'affaire du navire transportant du phosphate marocain en Nouvelle-Zélande, arraisonné et saisi en Afrique du Sud en 2017 jusqu'en 2018, il y a quelques jours. La justice sud-africaine a mis la cargaison en vente, mais n'a pas trouvé acquéreur. Pourquoi ? Quelles conclusions faut-il en tirer ? Nous y répondrons avec nos invités. En seconde partie, nous irons en Catalogne pour essayer de comprendre ce que sera le proche avenir de cette région espagnole dans les semaines et mois à venir. En effet, l'ancien président Carles Puigdemont a finalement jeté l'éponge, mais il a aussi jeté son dévolu sur un autre indépendantiste, Quim Torra, qui vient d'être élu président de la région et qui devra essayer de maintenir le flambeau du séparatisme, bien que ni l'époque ni la loi ne lui soient favorables. Nous débattrons de ces deux sujets avec nos deux invités, Naïm Kamal, directeur et éditorialiste de Quid.ma, et Abdullah Saef, vous avez été ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Abdelrahmane Yousfi de 1998 à 2002, et vous êtes actuellement professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir messieurs et merci d'avoir été avec nous. Bonsoir. Le Polisario a donc essayé de s'imposer par des moyens détournés. Voyant sa cause et ses arguments fléchir puis ternir sur le terrain de la diplomatie internationale, il a essayé par 2 fois l'année dernière de passer en force sur le terrain commercial dont il a voulu faire un argument politique. 2 bateaux avaient été saisis sur demande du Polisario au Panama et en Afrique du Sud en 2017, pratiquement la même période, et dans les 2 cas, quoique différemment, le Polisario a perdu. Alors un rapide rappel des faits, Naïm Kamal, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 2 affaires au Panama et en Afrique du Sud ? Il y a d'abord un préambule à cette histoire qui s'est déroulée au Panama et qui s'est plus, disons, gravement passée en Afrique du Sud. C'est que le Polisario et son parrain et sa tête pensante qui se trouve à Alger ont perdu d'abord sur le terrain. Sur le terrain il y a longtemps, c'est-à-dire bien avant le cessez-le-feu de 1991. Ces derniers temps, ces dernières années, ils ont quand même commencé à enregistrer de sérieux revers sur le plan diplomatique. Il y a eu une forte avancée marocaine sur le territoire ou le continent africain, le retour du Maroc à l'Union africaine, la multiplication des relations et des pôles de relations avec les différentes sphères économiques du continent. Il y a eu également beaucoup de retour au réalisme au sein du Conseil de sécurité, dont la dernière démonstration a été la résolution du dernier Conseil de sécurité, qui n'a pas beaucoup fait plaisir à la diplomatie algérienne, qui s'est contentée d'en prendre acte. Elle a pris acte. Alors, dans ce contexte, Alger, son proxy, comme je dis toujours, qui est le Polisario, ont essayé d'opter pour une guérilla juridique. Entre guillemets, je parle de guérilla, d'où cette exigence de vouloir impliquer la MINURSO ou tout autre organisme international pour la protection des droits de l'homme ou pour la surveillance des droits de l'homme sur les territoires du Sahara. Il y a eu les attaques devant la Cour de justice européenne, le tribunal d'abord, puis la Cour pour les accords de pêche qui sont en train d'être renégociés malgré l'arrêt de la Cour. Et il y a eu également cette attaque contre les phosphates sous prétexte de protection des biens du Sahara que le Maroc serait en train de spolier. Alors que peut-être on le verra tout à l'heure avec Abdullah Saef, chiffre en main, on en est loin. On en est loin. Donc ils essaient de déplacer le débat du terrain diplomatique où ils perdent à un autre terrain en créant des pare-feux. C'est la justice ou c'est... En créant des feux d'écran pour essayer de cacher tous les revers qui sont enregistrés en transformant certaines décisions
souvent hâtive de certains pays d'arraisonner. C'est le terme qu'il faut dire, parce qu'on est en train de parler de piraterie. Certains bateaux qui transportaient le phosphate marocain vers des pays acheteurs. Ça s'est passé au Panama. Le Panama, qui est un pays assez sage, assez modéré, a tout de suite tranché. Et sa justice a immédiatement dit qu'elle n'avait rien à faire là-dedans. Ils ont relâché le tanker qui transportait le phosphate. L'Afrique du Sud, c'est un autre cas. On connaît la situation de l'Afrique du Sud. Le Panama a dit qu'il n'avait rien à faire là-dedans, sa justice, que c'était géré par les instances internationales au plus haut niveau, le Conseil de sécurité, mais aussi que le Polisario n'a pas apporté la preuve de la propriété. La preuve que ce phosphate lui appartenait au Polisario, ou appartenait ou provenait de la zone dite, entre guillemets, contestée, aux yeux d'un certain nombre de pays. En Afrique du Sud, ça s'est passé autrement. L'Afrique du Sud a toujours été un adversaire acharné du Maroc, ça a été toujours un allié indéfectible d'Alger, une certaine proximité révolutionnaire, encore une fois, entre guillemets, qui a commencé, parce que la proximité révolutionnaire, il a commencé avec le Maroc, pas avec l'Algérie. Et on le sait d'ailleurs, tant que Mandela était président de l'Afrique du Sud, il a toujours refusé de reconnaître la soi-disant RASD. Et il avait maintenu cette position, il a fallu son départ. Donc à partir de là, il y a eu une décision politique, celle d'arraisonner le bateau qui transportait les phosphates marocains vers la Nouvelle-Zélande. Ils ont retenu, ils ont jugé comme ils veulent. La preuve que l'Afrique du Sud est loin d'être un pays démocratique, soumettant la justice, la loi, le droit, instrumentaliser la justice, au pouvoir politique. Et donc, ils ont condamné. Mais bon, ils ont décidé de confisquer ce phosphate et de le mettre en vente sur le marché. Alors, on y reviendra. Pour le revendre. Mais, encore une fois, ils n'ont pas trouvé d'acquéreur parce que la communauté internationale est tout de même un peu consciente des atteintes que porte ce genre d'action au fonctionnement normal des échanges commerciaux et des relations internationales. Alors, on y reviendra. Il y a juste une précision, c'est que la justice sud-africaine, contrairement à la justice panaméenne, a décidé de transmettre à une juridiction, la juridiction de premier ordre, a passé à une juridiction supérieure le jugement sur le fond, c'est-à-dire marcher sur le plate-bande du Conseil de sécurité, quoi. Et c'est là où il s'est passé ce que vous dites. Alors, Abdullah Saif, le Polisario donc a déplacé ça sur le terrain juridique en contestant au Maroc la propriété du phosphate de Boukra. Qu'est-ce qu'il en est au juste, et si vous avez des chiffres, ce serait bien pour placer le débat sur des bases précises. Comme vient de l'expliquer Sinaïm, c'est la troisième vague, la troisième ou quatrième vague d'attaque de la part de nos adversaires, des détracteurs de notre intégrité territoriale. Après la bataille des reconnaissances, le décompte des États qui reconnaissent ou ne reconnaissent pas, après la bataille des droits de l'homme, après est sorti ce concept des ressources naturelles du peuple qui est... Du soi-disant peuple sahraoui. Tel que c'est avancé dans le discours adverse. Et donc, effectivement, ils mettent l'accent sur cette ressource naturelle, entre autres, à côté de la pêche, à côté des agrumes, sur les phosphates. Or, tout le monde sait que le Maroc est le plus grand détenteur de réserves mondiales, à l'échelle mondiale, des réserves, et pour des siècles. Pour des siècles. Et que ça fait du Maroc un pôle central concernant cette matière. Cependant, par rapport aux réserves nationales, à l'ensemble des réserves nationales, on ne trouve dans les provinces du Sud qu'à peine 1,6% de ces réserves. Depuis sa mise en œuvre, en 1976,
Les ressources humaines mobilisées se comptent à hauteur de 2200, dont 76% de ressources humaines des provinces du Sud, à savoir 1600 et quelques, 1700, à peu près 1700. Et que depuis 1976, quelques 40 milliards ont été investis sur le territoire, sur ces territoires-là, et que 22 milliards sont prévus pour la phase à venir. Ça donne une idée de la taille des investissements, de la manière dont au moins cette branche s'occupe, vous savez que dans le cadre, s'occupe des provinces du Sud et de leur population. Et vous savez que dans le cadre du plan de développement des provinces du Sud, le budget prévu est encore plus important. 8 milliards de dollars qui ont été voilà. programmés. Et c'est un élément important de l'argumentation adverse qui dit que ces ressources ne sont pas exploitées au profit, au bénéfice des populations. Ce qui a été démenti par des missions envoyées dans le cadre onusien, ce qui a été démenti par des observateurs, et ce que démontrent les chiffres. Donc, pas possibilité ici de mentir. Je reprends ce que vous venez de dire. On a à peu près 60 milliards de dirhams qui ont été investis de 76 et qui iront jusqu'en 2022 ou 2023. Donc, je dis bien 62 milliards de dirhams, quelque chose comme 7 milliards de dollars. On a un plan de développement qui a été lancé de 8 milliards de dollars en 2015. Et tout ça pour 1,6% des réserves nationales. Oui. Très bien. Donc, les choses sont claires. Mais autre chose, c'est que cette ressource naturelle est reprise et retraitée dans d'autres coins du pays. Ce n'est pas de la matière brute qui est comme ça livrée. C'est bien de parler en chiffres, ça plante les décors. Alors Naïm, à l'avenir, avec ce qui s'est passé au Panama et ce qui s'est passé, donc une jurisprudence judiciaire, si j'ose dire, au Panama, et une jurisprudence commerciale, on y reviendra tout à l'heure, sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que ça se passera encore, sachant que les deux affaires se sont passées en mai-juin 2017? On n'en a plus entendu parler. Est-ce que vous pensez qu'ils vont encore rester, les gens du Polisario vont encore rester sur ce terrain-là, ou ils vont encore trouver autre chose? Écoutez, ils trouveront toujours quelque chose pour essayer d'entretenir l'illusion d'une activité, d'abord en direction de leur propre opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ou si vous suivez la presse française, la presse algérienne, ils sont totalement dans le déni. Tout ce qui se passe, on dirait qu'ils sont victorieux et que tout a été obtenu, alors que tout est ce qu'ils racontent. Ils ont quand même pris acte de la résolution 2414. Oui, on ne peut pas crier victoire. Ça, c'est l'officiel. Mais quand vous lisez leur presse, le Maroc va de revers en revers, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Et ils sont dans un tel déni, dans un tel mensonge à l'égard de leur propre opinion, qu'on imagine qu'ils vont essayer d'inventer d'autres choses. Maintenant que les arraisonnements de bateaux de phosphate, je crois que même s'il se trouve encore des pays qui peuvent leur apporter ce soutien, ils y réfléchiront par deux fois avant d'y aller, parce qu'ils ont vu, d'abord le Panama qui a laissé la loi s'exprimer et respecter, et l'Afrique du Sud qui, en dépit du bon sens et du droit, a outrepassé toutes les barrières pour essayer d'imposer un fait politique, et que finalement, il se trouvait contrainte, il se trouvait cerné par la loi du marché et par tout le réseau de relations marocaines et par le droit qu'ont fait prévaloir les avocats de l'OCP. Alors, pardonnez-moi, précisément sur ce point du droit, Abdallah Saef, l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, a parlé d'actes de piraterie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En Afrique du Sud, bien entendu, pas au Panama. Au regard du droit international... C'est fort quand même comme terme, piraterie.
le terme de piraterie est vraiment un terme naturel qui convient bien. Le terme adéquat. C'est le terme adéquat, approprié pour désigner ce qui a été fait. Parce que c'est contraire au droit international maritime et général. Parce que ça interfère avec notre droit national. Ils se sont arrogés le droit de porter des jugements sur l'applicabilité de notre droit dans le royaume du Maroc. Le terme piraterie est un terme fort, mais le terme de vol a été aussi utilisé. Et d'ailleurs, par la suite, dans le feu du processus judiciaire, la position de l'OCP, ça a été de dire que tout acheteur serait un receleur et que ça donne le droit aux Marocains de poursuivre en justice cet acheteur. Donc c'était tout à fait une... c'est pas faire violence à ce qui a été fait que de le dénommer piraterie. C'était justement le qualifier. C'était une justification tout à fait... Le terme exact, quoi. Voilà, le terme exact. Alors, une fois qu'ils ont appelé ça, qu'on a parlé de recel, qu'on a parlé de piraterie, donc piraterie, donc c'est du vol, qui prend cette marchandise forcément est un receleur. Qu'est-ce qui s'est passé après que le jugement de fond sud-africain ait été rendu? Qu'est-ce qui s'est passé quand la marchandise a été mise en vente? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une fois ce jugement de juillet 17 oui. 2017, ce jugement était très mauvais, irrecevable, voire même à côté de la plaque. On a même le droit d'utiliser l'expression de grave faute, pas erreur, ce qu'on entend par erreur judiciaire, une grave faute sur le plan juridique. Et on verra finalement le dénouement, c'est un correctif, c'est une correction, c'est une annulation en quelque sorte. Ce qui s'est passé, c'est que les choses sont restées en l'état, personne n'a acheté, personne n'a pu acheter. Pourtant, tout ce qu'on peut imaginer a été tenté, a été déployé. Fait. On est allé chez les Canadiens, on leur a dit venez acheter. On est allé chez les Brésiliens, venez acheter. On est allé chez les Chinois, prenez cette marchandise. Rien à faire. Personne n'a voulu entrer dans ce jeu. Même les sociétés sud-africaines. Ça, c'est remarquable. C'est important, ça. Les sociétés sud-africaines n'ont pas voulu le prendre. N'ont pas voulu acheter parce que c'est un produit toxique. C'est un produit dangereux qui va avoir des suites incontrôlables par la suite. Aucun commerçant logique, cohérent, n'ose se compromettre dans ce type d'histoire. Et donc, pas d'acheteurs. La communauté des armateurs, des affréteurs, des commerçants, des industriels, tout cela n'ont pas joué le jeu. Et également, ils ont même, il y a eu beaucoup de mensonges. Ils ont monté même des sociétés écrans qui brouillent un peu qui va acheter. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le principal pour le Polisario était de pouvoir faire vendre ça, mais voilà. Manifestement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Et on est revenu au point de départ. Pas d'acheteurs, ce qui montre le manque total de crédibilité de nos adversaires. Personne n'est dupe de la qualité, de la légitimité, de qui on a en face de soi. Pendant tout ce temps-là, la marchandise était là et le bateau était immobilisé. Donc pendant 1 an. Et beaucoup de critiques, d'évaluations critiques de notre comportement dans ces affaires, plaçaient cette histoire dans le bilan négatif. Or c'était un moment, oui, c'était un moment, ça c'est vrai, c'était un moment, mais ce type de lutte, il faut le juger sur une certaine durée. Sur le temps. Sur le temps. Et la décision du 7 mai a pris tout le monde de court. Y compris nos amis. C'est quoi cette décision du 7 mai?
C'est la mise en libérer. vente et la décision de libérer le bateau et la cargaison. Un En aveu, novembre, un aveu d'échec, quoi. Un aveu d'échec de voilà. toute l'entreprise qui a duré pendant 1 an. Voilà. Et en lisant un peu ce qui a été publié par les agences proches de nos adversaires ou sympathisantes avec nos adversaires, j'ai l'impression qu'ils étaient sonnés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils restaient sur les phrases de juillet. Il y en a, c'est une bataille remportée, etc. Et je me disais, tiens, est-ce que c'est pas un peu, il n'y a pas un peu de vérité là-dedans? Pas du tout. C'est une vraie victoire marocaine. C'est pour ça qu'il faut bien la mettre en évidence. Il ne faut jamais se soumettre au verdict d'un moment ponctuel. Nos luttes ont toujours été gagnées sur la durée moyenne. Et ce qui leur donne plus de valeur. Alors, avant, on a parlé du côté commercial, mais Naïm Kamal, cette décision de juger l'affaire sur le fond, décision qui est quand même grave. Un tribunal de première instance, enfin de premier ordre à Port-Élisabeth, a décidé qu'il était incompétent pour juger de ça parce que c'était une affaire internationale. Il a passé ça à une justice, à un ordre supérieur, à une juridiction supérieure qui devait juger sur le fond. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça au terme de la légalité internationale, du droit international? Et ils sont arrivés à quoi? Écoutez, je ne suis pas juriste pour vous répondre avec exactitude sur la question, mais j'estime qu'une cour ou qu'un tribunal national ne peut juger des affaires internationales. Il y a des cours pour ça. Il y a des instances pour ça à l'échelle internationale et c'est à eux seuls, c'est-à-dire c'est à elles seules, ces cours, que le droit de juger et d'émettre de prendre des verdicts appartient. On le sait, et par définition, à la base, que la décision est politique. C'était un coup de main à l'Algérie de la part d'un ami qui a voulu aider. Il ne faut jamais oublier le bras de fer entre le Maroc et l'Afrique du Sud au sein de l'Union africaine pour son retour à l'Union africaine. On se rappelle comment Dilma Zuma s'est démenée pour essayer d'empêcher ce retour. Et elle a échoué. C'était sa dernière bataille au sein de l'Union africaine. De Dlamini Nkosazana Zuma, qui est l'ancienne présidente de la Commission africaine, qui avait tout fait pour bloquer l'entrée du Maroc. Qui est sud-africaine, qui était l'ex-épouse de l'ex-président. Et les choses étaient travaillées à ce niveau-là. En même temps, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a aujourd'hui, à l'intérieur de l'Afrique du Sud, la vraie succession de Mandela vient de commencer. C'est-à-dire que jusqu'à Zuma, tous les pouvoirs et tous les chefs d'État qui lui ont succédé ont vécu sur sa légitimité. Ils ont appuyé la leur sur la sienne. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une sorte de décompte et qu'il y a une partie de l'ANC, le parti au pouvoir, encore au pouvoir, c'est le parti national du Congrès, une lutte interne qui a commencé par une première défaite de Zuma et de ses soutiens, et qu'aujourd'hui, tous les balancements, toutes les hésitations que l'on voit au sein des positions internationales et même nationales de l'Afrique du Sud sont directement influencées ou stimulées par cette situation interne. Donc, et là encore, comme disait Sabla, ce genre de choses, il faut laisser le temps au temps, c'est lui qui fera le travail. Ben justement, on avait senti un certain réchauffement des relations entre les deux pays. Mais avant d'y arriver, je voulais vous demander, Abdallah Saif, vous me répondrez après la pause parce que le temps court. Il y a deux principes de droit qui ont été mis l'un face à l'autre. Les Algériens
défendaient, et les Sud-Africains aussi défendaient le principe de la compétence universelle pour que leur justice connaisse de cette affaire-là, alors que le groupe OCP avait parlé de l'immunité souveraine d'un État, le principe de l'immunité souveraine d'un État. Donc vous nous répondrez à ça après la pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci. Rebonsoir mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du débrief de ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlions de l'affaire du bateau illégalement arraisonné en Afrique du Sud et libéré dernièrement, le bateau transportant du phosphate marocain. Et en deuxième partie, nous irons en Catalogne faire le point de la situation dans cette région. Pour ceux qui nous rejoignent donc, nous sommes avec Naïm Kamal, directeur éditorialiste de Quid.ma, et avec Abdullah Saef, ancien ministre du gouvernement Yousfi de 1998 à 2002 et actuellement professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V. Depuis toujours. Vous avez été aussi doyen de l'université de Mohammedia, de la faculté de Mohammedia. D'abord été professeur, voilà. Puis là, et doyen. Donc si on devait dérouler tout votre parcours, on n'en aurait pas assez d'une heure. Donc je vous posais justement une question sur un point de droit précis. Il y avait deux principes qui étaient opposer celui de la compétence universelle contre celui de l'immunité souveraine d'un État. Les avocats d'OCP, du groupe OCP, parlent de l'immunité souveraine d'un État et les Algériens défendaient ça, les Sud-Africains, le Polisario, de la compétence universelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux points ? En réalité, la cour locale de Port-Élisabeth, c'est elle qui a suivi toute l'affaire, qui s'est emparée de l'affaire. Elle a voulu se donner ce statut d'une cour qui avait une compétence universelle, ce qui n'est même pas le cas en Afrique du Sud. La compétence universelle, elle voulait s'octroyer ce statut. Qui n'existe pas légalement dans le droit sud-africain. Qui ne ressort pas avec force de la pratique de la jurisprudence sud-africaine elle-même. C'est affiché, mais c'est pas du tout mis en évidence par l'histoire, les trajectoires des cours sud-africaines. Et c'est un principe qui a pu être mis en œuvre par certains États européens à propos de questions vraiment de situations limites, comme les génocides, les graves violations de droits humanitaires. Mais pour cette question-là, c'est plutôt c'est le droit maritime international tel qu'il existe, à travers conventions, pratiques des États, c'est-à-dire les coutumes, les principes généraux, etc. Or, tout cela ne renvoie pas à cette idée de compétence universelle. Le Maroc s'en tient à l'idée de l'immunité souveraine, effectivement, qui est partagée par une très grande partie, sinon la majeure partie de la communauté internationale, et selon laquelle l'ordre étatique reste l'ordre central, qu'on n'est pas encore arrivé à une situation où, dans l'histoire de la société internationale, on n'est pas arrivé à une situation où on dépasse l'État souverain et ses compétences, qui reste la clé le point d'imputation central de toute relation. Ça, c'est la spécificité de l'ordre international jusqu'à aujourd'hui. Ça a été le cas du temps de la SDN, avant la SDN, après la SDN, après la Charte des Nations Unies, jusqu'à aujourd'hui. Compétence de l'État national. Donc c'est tout à fait cohérent et dans l'esprit de la pratique de l'ensemble des États, à quelques exceptions près, dans les situations limites dont je viens de parler. Alors, tout à l'heure, je posais la question à Naïm Kamal, je vous la repose d'une manière différente sur la suite qu'il pourrait y avoir pour des actions pareilles. Donc, dans cette affaire de Port-Élisabeth, le Polisario a perdu sa légitimité. C'est clair, parce qu'il est tout à fait évident que personne n'ayant voulu acheter et prendre cette cargaison, le Polisario a perdu sa légitimité en tant que ce qu'il se présente être comme étant le propriétaire légitime. Première chose. Deuxième chose, nous avons des avocats qui ont finalement tout perdu, qui ont essayé de défendre cette affaire et qui ont tout perdu. Est-ce que vous pensez, donc c'était la question que je posais à Naïm, d'un point de vue juridique, est-ce que c'est encore défendable, quelque chose comme ça? Non, ce n'est pas défendable. La guérilla peut continuer, comme vient de le dire Naïm. La guérilla juridique peut continuer. Sur d'autres terrains, peut-être pas sur le phosphate. Mais là, c'est une cuisante défaite. J'utiliserais même une raclée, même si elle n'est pas spectaculaire. C'est une vraie raclée, une vraie défaite. C'est pour ça que vous avez le mérite de lui consacrer cette émission.
je crois que c'est vraiment un tournant. Ils voulaient avoir un précédent, ils ne l'ont pas eu. Ils voulaient avoir de l'argent, parce qu'on a sauté cet épisode. Donc le Maroc a participé à la première phase du procès à Port-Elizabeth, devant la cour de Port-Elizabeth, lorsque le navire a été arraisonné sur la question préjudicielle, sur la forme. Sur la forme. Le Maroc alors défendait, non, vous n'êtes pas compétent, comme il l'a fait pour le Panama. Et on n'a pas eu la réponse, on a eu ce jugement qui est un scandale, où tout est basé sur on a entendu dire, la Cour, c'est la Cour qui parle, on a entendu dire que c'est un territoire occupé. Il semblerait que... C'est intéressant à voir, effectivement, les attendus étaient assez intéressants. Mais donc, on a eu cela, et la suite, ça devait être le fond, jugement au fond. Là, l'OCP a, je crois, de manière appropriée, s'est retiré de l'affaire. Parce que pas possible de donner à une cour locale, provinciale, Port-Elizabeth, la cour et il semblerait que le premier jugement était rendu par un juge qui assurait la permanence, qui assurait un jour férié, donc c'était expéditif et pas très bien pensé. Et curieusement, la partie adverse avait déjà préparé sa plaidoirie, un dossier de 300 pages, juste le temps de... ça, c'est lorsque le bateau a été arraisonné. Et donc, pour la suite, il fallait que le Maroc, que l'OCP paye 500 millions de dollars comme caution, 5500. 5,5 millions 500 000 dollars de caution. Ça aurait été de l'argent pour nos adversaires. Donc ça aurait été aussi une confirmation de leurs prétentions. C'est comme si on acceptait la compétence universelle. Donc ça a été... Finalement, OCP a bien réagi dans le sens où, d'abord, elle ne débourse pas un rond. Et deuxièmement, quand le groupe a vu qu'on déplaçait le terrain dans ce qu'on appelait le jugement de fond, ils ont essayé de déplacer le terrain vers la justice, vers la discussion diplomatique, la discussion internationale juridique, OCP s'est retiré en disant que bon, c'est pas ici que ça se fait ailleurs, et il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Donc, par rapport à l'avenir, ils n'ont pas eu l'argent, ils n'ont pas eu la légitimité, et ils n'ont pas créé de précédent. Maintenant, quand même, pour l'avenir, le précédent joue pour nous. C'est nous qui avons créé, c'est les Marocains qui ont créé le précédent, en sens inverse de celui que voulait créer. Vous pouvez utiliser voilà pourquoi, pour moi, arrosé. Voilà pourquoi, pour moi, c'est une victoire évidente, manifeste, très forte, et qu'il faut saluer. Alors, revenons sur le terrain diplomatique. Naïm, le Polisario a donc perdu ses amis, ou est en train de les perdre les uns après les autres. Il serait trop long à énumérer les uns après les autres. Il est en train de perdre son combat sur le terrain de l'Union africaine. Il a eu la résolution que l'on sait au Conseil de sécurité. Et maintenant, comme disait le professeur Saaf, il s'est arrangé pour nous donner finalement une jurisprudence en notre faveur. Alors la suite, comment vous la voyez, sachant qu'il y a une rediscussion, enfin un débat au Conseil de sécurité à fin octobre. Donc ça se précipite. Oui, non, d'abord je voudrais rectifier une chose. C'est pas le Polisario qui est en train de perdre ses amis. C'est Alger, encore une fois, qui n'est plus aussi opérationnel, ou dont la diplomatie n'est plus aussi opérationnelle qu'elle ne l'était auparavant. Donc il y a une forme de déliquescence qui est en train d'atteindre le pouvoir algérien. Avec notre diplomatie qui est beaucoup plus opérationnelle qu'elle a été avant. Donc il y a là deux dynamiques opposées, c'est-à-dire qui vont dans un sens inverse. L'une en offensive et l'autre en défensive. Maintenant, comment on peut imaginer la suite? Évidemment, on peut l'imaginer que dans la poursuite de la diplomatie marocaine, toujours vers la solution. Il n'y en a pas d'autre. Vers la solution qu'il a toujours proposée pour le règlement du conflit du Sahara.
c'est-à-dire l'autonomie. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. On le sait, les résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité, et ça depuis à peu près 2007, précisent, enfin non, depuis toujours, précisent qu'il faut une solution juste, durable et mutuellement acceptable. Or, l'intégration du Maroc, on le sait, le Maroc en a pris conscience, l'intégration pure et simple des territoires du Sahara dans le Maroc et dans son unité territoriale sans autre forme de procès est infaisable aujourd'hui. Et il sait qu'Alger s'y opposerait. Et donc c'est par un acte de bonne volonté qu'à Berlin il avait émis cette troisième voie. Depuis, les choses sont statiques et sont restées là. Les résolutions onusiennes continuent à retenir le plan d'autonomie comme crédible, sérieux, comme une solution possible. Peut-être qu'il faudrait des petits ajustements et de petits accommodements pour qu'il soit fiable et viable pour tout le monde, mais encore faudrait-il que l'autre partie accepte. Et jusqu'à maintenant, on voit qu'il n'y a que de la surenchère verbale, politique, économique, des attaques tous les jours, des insultes. On est dans l'injure. Donc on n'est pas encore dans l'ambiance. On pourra dire qu'au moment où les Américains négociaient avec les Vietnamiens à Kléber, ils bombardaient le Vietnam et que ça n'empêchait pas les discussions. On peut imaginer, toute proportion gardée, des situations similaires, mais pour l'instant, la perspective n'est pas très, disons, claire. On peut dire même qu'elle est encore un peu sombre. On sait que on parle beaucoup de bruit de bottes, on parle beaucoup de tensions, et peut-être que c'est à ce moment-là que les choses, c'est peut-être à ce moment-là que les choses peuvent se régler. On verra. Mais pour l'instant, la seule perspective possible, pour résumer, reste le plan d'autonomie qu'a présenté le Maroc et l'acceptation par l'autre partie de cette possibilité, donc d'un retour à l'apaisement régional et à la coopération dans la région. C'est ce qu'on souhaite. Alors, dernière question sur le sujet, qui a trait un peu à la philosophie de la justice, c'est Abdullah Assaf. Donc, la justice, quand elle se présente contre la logique et même le droit, ne résiste pas à l'épreuve des faits, finalement. On l'a vu avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, alors que l'Union européenne, la Commission européenne, est en train de négocier avec le Maroc sur l'accord de pêche. On l'a vu avec cette décision de la justice sud-africaine, alors que les armateurs et les éventuels acheteurs de phosphate n'ont pas suivi. Alors, est-ce qu'on n'est pas quelque part en train d'assister à des faits qui démentent toutes les décisions judiciaires? Là, nous avons deux cas précis et deux cas flagrants, les Sud-Africains et les Européens. Oui. Je voulais juste une idée avant de répondre directement à la question sur le fait que fait partie de ce bras de fer juridique avec les autres, avec la partie adverse, fait partie de le rapport de force sur le terrain et que le processus d'intégration nationale au Maroc est très avancé. Et c'est un élément de notre pouvoir de négociation. Au-delà du regard des adversaires et de leurs tentatives, au-delà de ce qui se trame au niveau des Nations Unies, sur le terrain, le processus d'intégration nationale est plus fort que jamais. Donc il peut s'accommoder de formules juridiques, institutionnelles diverses. Comme vient de le dire Sinaïm, le plan de l'autonomie est un plan jugé comme crédible par un grand nombre d'acteurs. Et ça nous donne une idée sur la place du droit dans les réalités internationales d'aujourd'hui. Le droit, évidemment, est important, mais il est tributaire. Ce qui appartient à chacun doit lui être rendu. Sur la base de quel principe? Il y a quand même les rapports réels, les rapports de force. Il
Et la cohérence, évidemment. Je ne vois pas dans le parcours marocain d'incohérence, même s'il y a des moments où nous sommes en difficulté, où nous paraissons être en difficulté. Sur ces longues années, depuis 75, 76, finalement, il y a de la cohérence, il y a une logique, il y a une progression. C'est ce qu'on ne remarque pas chez nos adversaires qui restent crispés sur des positions maintenant complètement dépassées par la situation sur le terrain. Merci, messieurs. On passe au deuxième thème. Je crois que les choses sont claires. Alors, la Catalogne a enfin un président. Après un bras de fer qui dure depuis près d'un an, avec des élections gagnées par les séparatistes catalans en octobre 2017, l'annonce d'une indépendance avortée un mois après, de nouvelles élections encore gagnées par les indépendantistes, par les séparatistes de Carles Puigdemont et ses amis en décembre 2017, lundi 14 mai, lundi dernier, la Catalogne a enfin élu son président en la personne de Quim Torra. On retiendra de cette longue crise qui n'est toujours pas fini, la fermeté du gouvernement espagnol face et contre la candidature de Carles Puigdemont pour se succéder à lui-même, et aussi le fait d'obliger les indépendantistes à reculer. Alors Naïm, qui est le nouveau président qui a remplacé donc Carles Puigdemont? Quim Torra, un illustre inconnu jusqu'à avant-hier. Pas si inconnu que ça. Il est inconnu chez nous, mais pas si inconnu en Catalogne notamment. C'est un éditeur. C'est quelqu'un qui a travaillé à l'échelle internationale pour une grande assurance, puis qui a démissionné, qui a été créé une maison d'édition en Catalogne. Et les Espagnols l'appellent l'ombre de Puigdemont. Puigdemont, pardon. Puigdemont. Alors, c'est son ombre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été adoubé par le président, enfin l'ex-président, en exil aujourd'hui, en exil volontaire. Mais on le présente, même si on le présente comme un séparatiste, un indépendantiste pur et dur, je crois le fait même que Madrid ait donné son feu vert à son élection, qu'il n'ait pas empêché, qu'il n'ait pas émis de veto contre sa personne, c'est-à-dire que peut-être il y a un dialogue possible avec le nouveau président de la Generalitat Catalogne. L'homme, bien sûr, est très loyal à celui, à son mentor, à celui qui l'a adoubé président, mais il a été élu de justesse. Je crois qu'il a eu 56 voix contre 55. Il a eu une voix pour passer. Il n'avait pas une grande majorité, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a indépendantistes catalans. Il y a même au sein des indépendantistes qui n'ont pas voté pour lui au sein de l'Assemblée catalogne. Donc l'homme, tel qu'on le connaît, c'est la surface qu'on connaît de lui, et je crois qu'il pourrait peut-être servir de tête de pont entre Madrid et les séparatistes pour qu'on essaie de trouver de nouveaux arrangements, peut-être dans la forme d'autonomie, dans ce qui revient à la Catalogne. Mais au-delà de ça, effectivement, ça reste surtout pour l'avenir et pour sa propre évolution, parce qu'il va peut-être vouloir s'émanciper de son mentor. Comment il va évoluer, et beaucoup de choses vont dépendre de cette évolution. Alors, ce qui va dans le sens de ce que vous dites, peut-être une sortie de crise, c'est que après 6 mois après 6 mois où les Catalans ont essayé, depuis les élections de décembre, les Catalans ont essayé d'imposer Carles Puigdemont, qui est en exil, en Belgique.
Et à quelques semaines de nouvelles échéances électorales, parce qu'il y a un délai, on ne peut pas continuer comme ça, à quelques semaines de cette nouvelle échéance, les Catalans ont finalement décidé de renoncer à Carles Puigdemont, où il a renoncé lui-même, pour présenter ce monsieur, Quim Torra. Est-ce que ça ne pourrait pas aller dans le sens d'une prise de conscience des Catalans sur le fait que leur cause ne tient pas, finalement, et qu'ils ont essayé de faire un peu bonne impression en présentant ce monsieur et en évitant surtout d'aller aux élections où ils auraient pu perdre? Ça a l'air d'être une double négociation. L'une d'abord entre les Catalans eux-mêmes, les différentes postures, les différents courants, les différentes manières de voir la problématique actuelle de la Catalogne. Et donc une sorte de négociation entre les acteurs catalans eux-mêmes, et ils sont arrivés à cette formule qui est la moins coûteuse, la plus politiquement plausible, celle qui permet de sortir un peu de la situation. Et c'est en même temps une négociation avec Madrid. Voilà, une recherche d'une sortie avec la capitale du pays, avec le centre du pays, l'État central, une recherche. Donc il y a cette dimension politique, très politique, qui est présente. Derrière le débat juridique, derrière le débat institutionnel, constitutionnel, c'est principalement une tractation politique qui est déterminante. J'ai l'impression que c'est la formule qui a prévalu au cours de cet épisode. Naïm, est-ce que vous pensez que la crise est finie maintenant, que politiquement, les politiques, comme vous le disiez vous-même, et Abdallah Saef, sont en train d'essayer de trouver une sorte de sorte... Vous savez que le gouvernement espagnol, et Rajoy notamment, a fait pratiquement 25 interjonctions contre les séparatistes devant la Cour. Et récemment, il a dit à Rivera que s'il en faut une 26e, il la fera, parce qu'il y a un article sur lequel il se base, c'est l'article 165, je vais vous le lire, il est très court, de la Constitution espagnole qui dit « Si une communauté autonome ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la Constitution ou par d'autres lois, ou agit d'une manière qui porte gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement, entre crochets, pourra adopter les mesures nécessaires pour l'obliger à respecter les dites obligations ou pour la protection de l'intérêt général. » Et c'est sur cet article que se fonde l'action de Rajoy et des unionistes, si on peut les appeler comme ça. Et donc Rajoy semble décidé. En même temps, les derniers sondages sont en train de donner les 4 principaux partis. Ciudadanos, le PP, les socialistes de PSOE, Podemos, l'extrême gauche, presque à égalité. Et là, même au niveau central, ça risque de poser quelques problèmes. Et c'est d'où peut-être cette modération. Cette modération d'essayer de trouver une solution qui calme temporairement, provisoirement la situation, le temps qu'on voit un peu plus clair dans l'espace politique espagnol. Alors, il nous reste exactement 1 minute et demie. Abdallah Saef, je vous pose une question très large, même en 1 minute et demie. Avec les événements qui se passent en Catalogne, on a vu comment il y a eu la fermeté du gouvernement espagnol, on a vu la fermeté de l'Union européenne. Et là, on voit que les Catalans sont acculés, sont en train de reculer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est en train de faire tache d'huile au niveau européen? Il y a des velléités d'autonomie plus ou moins larges, plus ou moins affirmées, dans un contexte de dramatisation, souvent, comme c'est le cas en Catalogne. Mais dans la situation catalane, il y a quand même une parité qui pousse à réfléchir et à trouver des compromis pour le moment. Quoique le rapport de force est en faveur de l'État central, il y a une tradition historique en faveur de l'État central. L'État espagnol, profondément, je ne veux pas dire l'État profond espagnol, est central. C'est historique, c'est une teneur historique. Quelles que soient
quelles que soient les limites juridiques, etc. Même chose lorsqu'on voit l'Angleterre. C'est des États qui ont été forgés par... on trouve plein d'épisodes comme ça de sécession ou de tentatives de sécession, mais l'État central a fini toujours par l'emporter. C'est le cas aussi c'est surtout le cas de l'État français. Alors, il y a quelque temps... général. Il y a un reflux général. On peut considérer qu'il y a un reflux général. Mais ça n'affaiblit pas l'État central. Hein. Très bien. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée.